Bonjour, aujourd'hui je ne suis pas encore à l'université parce que ce matin je préparais les cours à la maison, je travaillais à la maison et je ne suis pas dans mon bureau, dans le bureau 38 où je tourne d'habitude les vidéos où je rends des livres. Donc en fait en voyant l'image, en me voyant débrailler chez moi, vous vous êtes peut-être dit ah encore une traduction sans filet, ah encore un je range mon bureau ou que sais-je encore. Eh bien non, c'est bien une vidéo je rends des livres. La première depuis la fin mai, alors en fait c'est un peu bizarre parce que je rappelle le principe, je rends des livres, eh bien ça consiste à parler de livres que j'ai empruntés à la bibliothèque universitaire de Tours, la bibliothèque Arts et Lettres, au Tanner, et à parler de ces livres avant de les rendre, que je les ai lus, feuilletés, parcourus ou pas du tout ouverts, ce qui peut arriver d'ailleurs. C'est marginal, mais enfin ça peut arriver. La raison pour laquelle je fais cette vidéo ce matin, mercredi, c'est parce que cet après-midi, je vais vraiment être, pour le dire vulgairement, à la bourre. En plus, le mercredi après-midi, il y a toujours plein de monde dans le bureau, donc c'est un petit peu plus délicat de faire des vidéos en étant au calme et en étant sûr de ne pas être interrompu par mes collègues de bureau, que je salue, mais enfin, qui je crois ne connaissent pas l'existence de ces vidéos. Voilà, donc je les salue, on va dire in absentia, par contumace, je sais pas comment il faut dire. Voilà, donc une vidéo je rends des livres un peu particulière, puisqu'elle n'est pas tournée à l'université. Il y a plusieurs, en fait il y a principalement, on va dire, trois catégories d'ouvrages aujourd'hui. La première, les premiers ouvrages que je vais rendre, tiens il y a encore un marque-page dans un d'entre eux, donc il faut que je l'enlève. Ce sont quatre petits livres qui sont, on va dire, des sortes de que sais-je en anglais. C'est quatre exemplaires, en quatre volumes plus exactement, d'une collection qui s'appelle les Very Short Introductions. Voilà, donc à chaque fois il y a en sous-titre Very Short Introduction. C'est Oxford University Press qui fait ça depuis maintenant une douzaine d'années. Et donc c'est comme des que sais-je, sauf que c'est beaucoup mieux que des que sais-je, parce que c'est des auteurs un petit peu... D'abord c'est moins poussiéreux, puis surtout enfin, il y avait souvent dans les que sais-je des choses erronées ou des points de vue très partiels quand ils n'étaient pas carrément partiaux. Là en général c'est vraiment des spécialistes, des grands spécialistes des sujets, et ça applique des méthodologies et des terminologies vraiment fiable et très récente en termes de recherche, donc c'est de la vulgarisation, mais par des chercheurs qui font quand même un travail sérieux. Et alors j'en avais emprunté 4 pour deux raisons différentes. La première, c'est que cette année, on refonde totalement l'offre de formation dans toutes les filières, dans toutes les disciplines, et donc également en anglais, en LEA, en droit langue. Et en anglais, on a vraiment décidé de mettre aussi le paquet, surtout pour tout ce qui est méthodologie documentaire, bien entendu sur la documentation numérique. Moi j'ai fait un cours depuis, dans la précédente maquette, j'ai fait un cours pendant 6 ans qui s'appelait un cours de documentation, dans lequel je parlais énormément des outils numériques, donc on va continuer bien entendu d'en parler, et d'essayer d'apprendre aux étudiants à faire le tri, à trier dans l'immense masse de documentation numérique et d'encyclopédies en ligne qu'il peut y avoir en accès restreint ou en accès libre. Mais voilà, donc là j'ai vraiment décidé de mettre le paquet un peu sur ces very short introductions, parce que les collègues de la bibliothèque universitaire, et c'est bien de ça qu'il est question dans ces vidéos, les collègues de la bibliothèque universitaire ont depuis un an vraiment réservé toute une double étagère très très facile à trouver, à la cote 032 vert, hein, vert VER, Very Short Introduction, les 3 premières lettres du titre de la collection. Et donc ces ouvrages sont très faciles à trouver, il y a vraiment beaucoup d'ouvrages, moi j'ai regardé ça en détail la semaine dernière, qui permettent de faire une synthèse plus que satisfaisante pour des étudiants, y compris d'ailleurs jusqu'au master, donc je vais aussi en parler en master. Alors dans mon cours de master de vendredi, premier cours qui s'appelle Langues et traductions de la recherche, ce qui ne veut pas dire grand chose, mais enfin bon, je ne vais pas commencer à vous expliquer de quoi retourne le cours. Medieval Britain, parce qu'en fait je vais utiliser une partie de ce livre-là pour poser des questions de terminologie, pour poser des questions de méthodologie, puis des questions de traduction. Comment est-ce qu'on traduit une source secondaire, comment est-ce qu'on traduit, c'est un cours de première année de master, donc c'est vraiment des tout jeunes chercheurs, des débutants dans le monde de la recherche, comment on traduit des sources secondaires, comment on passe d'une langue à l'autre dans la traduction des sources secondaires, et comment aussi on fait la part de ce qui est neutre, de ce qui est objectif, de ce qui est sourcé, de ce qui ne l'est pas, de la manière dont on peut utiliser ce type d'ouvrage de vulgarisation quand on s'attaque, quand on
trouve quelque chose qui n'a rien à voir en fait avec, enfin quand on travaille sur un sujet qui à un moment donné nous amène à nous intéresser à un sujet spécifique lié au Royaume-Uni à l'époque médiévale, en l'occurrence ici, voilà. Donc j'avais repris ça un petit peu pour voir ça, donc c'est le Medieval Britain de John Gillingham et Ralph Griffiths. Et puis je vais en rendre 3 autres, Very Short Introduction, parce qu'en fait il faut que je laisse mes étudiants de première année aller les consulter. Cet après-midi je fais un autre cours qui est complètement nouveau, qui s'appelle un cours qui est concept clé, ça s'appelle concept clé, et sur les 4 premiers semestres de la licence d'anglais, donc ça veut dire les 2 premières années, chaque semestre les étudiants vont avoir un cours magistral de 10 heures sur ce qu'on a essayé de définir, c'est moi qui suis responsable pédagogique de cet élément, ce qu'on appelle des concepts clés. Et donc pour le premier semestre, c'est la culture biblique, en quoi la culture biblique imprègne des formes culturelles extrêmement variées, très contemporaines et surtout très populaires dans le monde anglophone en général. Donc je vais faire 3 séances et il y a 2 autres collègues qui feront les séances suivantes d'un point de vue plus américaniste. Moi je ferai une séance aussi de postcolonial, enfin Bible et postcolonial, Bible et mondes postcoloniaux pour clôturer le semestre. Donc ça c'est ce semestre-ci, et comme c'est moi qui fais toutes les séances inaugurales, eh bien je suis parti d'un certain nombre de ressources numériques, dans Oxford Reference Online, Britannica notamment, Bible Gateway aussi, qui est très très riche, qui est très intéressant pour les comparaisons de textes. Mais aussi j'ai voulu le montrer, donc je me suis beaucoup appuyé, je cite énormément dans les 2 premiers cours et dans le PowerPoint de mes 2 premiers cours, le diaporama de mes 2 premiers cours. Je ne devrais pas citer ce qui en fait est une marque. Ces 3 ouvrages, et notamment celui-ci qui est vraiment très bien, c'est la Very Short Introduction to the Bible de John Riches, et puis j'utilise aussi un peu de New Testament as Literature de Kyle Kiefer. Et enfin, beaucoup moins, mais enfin je le cite vraiment comme dans la bibliographie, parce qu'il faut qu'ils aillent voir ça à un moment donné, parce qu'en France on ne comprend rien à l'anglicanisme, moi-même je ne suis pas toujours sûr de ne pas me tromper parfois, mais voilà, là c'est vraiment une des synthèses, un des ouvrages de vulgarisation les plus récents et les plus to the point, je sais pas comment dire, les plus synthétiques, voilà, qui vous feront pas perdre de temps sur l'anglicanisme. Mark Chapman, ça date de 2006 quand même déjà, j'ai vérifié, c'est un des premiers numéros de la série. Voilà, donc je vais rendre ça et je vous ai expliqué pourquoi j'allais en parler, donc essayer un petit peu de changer les habitudes voilà, qui sont un peu Google, dans le meilleur des cas Wikipédia, et voilà, essayer de montrer, ça sera dans un autre cours, c'est quelque chose que je fais depuis 6 ans, comment on utilise intelligemment Wikipédia, et comment surtout on ne doit pas commencer par Wikipédia, puisque Wikipédia c'est souvent trop détaillé, ou avec une présentation et une arborescence qui tendent finalement à être de moins en moins simple, ou de moins en moins pour les débutants, ou pour les gens qui ne connaissent rien à un sujet. Donc sa première série de livres, les Very Short Introductions. On en reparlera peut-être d'ailleurs à l'occasion, parce que pendant toute l'année je vais beaucoup travailler sur ces Very Short Introductions, et donc sur d'autres volumes aussi. Il faudra bien que je re-regarde un peu, parce que je suis loin de connaître bien la collection, que je regarde d'autres éléments. Deuxième, alors catégorie, c'est un livre qui est tout seul, c'est une revue, c'est un des derniers numéros de la revue Poésie que j'emprunte parfois, que j'ai jamais vraiment acheté, qui est je crois dirigé par Michel Deguy. Moi Michel Deguy, je l'avais entendu à 2 reprises à Paris dans les années 90, j'avais à peu près rien compris à ce qu'il disait, c'est ma faute, mais à culpa. Puis j'ai lu un peu ce qu'il écrit et je comprends à peu près rien à ce qu'il écrit non plus, donc là encore c'est ma faute. Mais bon, de temps en temps quand même je regarde sa revue, et donc là c'est le 2e tome d'une série thématique un peu qui s'appelle Trans-Europe éclair, dans lequel la revue essaie d'interroger en fait la question de l'identité européenne, des identités européennes, dans une perspective, bon évidemment, on va dire enfin, qui est une perspective qui n'est pas du tout celle de l'extrême droite ou du repli identitaire, qui est plutôt évidemment essayer de montrer que l'Europe a toujours été ouverte, bien entendu, trans-Europe. Malgré ça, ça reste très parisianiste, moi je trouve, comme revue, avec beaucoup d'entre-soi, donc c'est assez comique finalement, un comique involontaire lié à ça. Avec quand même un texte de Richard Rand sur Melville qui est traduit par Igor Ballereau, qui est en soi très intéressant, mais qui est encore une vision quand même très très restreinte de la manière dont on peut penser les rapports entre Europe et Amérique. Enfin, ce texte, c'est intéressant en soi, mais c'est pas forcément très pertinent. Il y a un poème de Sophie Loiseau qui s'appelle Bubo Bubo, qui est pas mal, que j'ai bien aimé. Il y a quoi? Qu'est-ce que j'ai trouvé d'autre?
d'intéressant là-dedans. J'ai pas tout lu, loin de là. Il y a des textes de Jacques Demarque, Oiseau d'Europe et du Sénégal. Jacques Demarque, j'en ai parlé, je crois, dans une vidéo il n'y a pas si longtemps. C'est Pnom Poème, son dernier recueil chez nous. Et puis il y a des vieux copés de Jacques Roubaud. Bon, c'est mon amour pour Jacques Roubaud. Je vais peut-être en lire un d'ailleurs, tiens. L'homme qui sait. C'est des vieux copés. Alors les vieux copés, ce sont des poèmes, ce sont des dizains en fait, en rimes plates, en alexandrin, sur des sujets les plus ternes possibles, puisque c'est suite à la parodie de cette forme inventée par François Copé, par notamment Rimbaud et Germain Nouveau, que les Oulipiens, et notamment Roubaud, se sont réappropriés cette forme, en appelant ça des vieux copés, hein, c'est comme ça, donc ça c'est le titre, Rimbaud en 2015, et autres vieux copés nouveaux. Donc là, il fait exprès d'appeler ça des vieux copés nouveaux, puisqu'en plus c'est un double sens avec l'allusion à Germain Nouveau, au poète symboliste de la fin du 19e siècle. L'homme qui sait, je l'admirais longtemps. Comme de toutes choses, il savait impromptu théoriser les causes. Moi, qui n'avais jamais franchi de la rue d'Ulm la porte en tant qu'élève à ce mélange fulminant d'érudition et paradoxe brusque, intérieurement me sentant un mollusque de la cervelle, je lui levai mon chapeau, un Panama, heureux qu'il daignât un Roubaud éblouir, sans voir que son œuvre, une montagne, n'est rien au fond que sang exposé pour la cagne. Et c'est un poème qui est malheureusement, on va dire, très vrai, à savoir combien de... Je pense que il doit... Là, ça va être une égratignure, je pense qu'il égratigne Alain Badiou, je pense, je ne peux pas en être sûr, mais il y a beaucoup comme ça d'intellectuels organiques, un peu parisiens, comme ça, très très en vue dans les médias français, qui ne font que recycler les espèces de brouillons de cours plus ou moins heureux, et dont l'œuvre finalement est très n'est qu'écume. Voilà, donc je pense qu'il y a plus de force. C'est un peu ce que je pense de Michel Deguy en fait. Je n'ai pas fait exprès, mais c'est assez amusant du coup que ça soit publié par Michel Deguy. Dernière catégorie de livres, allez, Solzhenitsyn en traduction. Chez Fayard. J'ai emprunté plusieurs livres de Solzhenitsyn parce que je crois qu'en mai ou en juin dernier, sur Facebook, j'avais, à un moment, je m'étais aperçu que Solzhenitsyn, que c'était le centenaire en fait de la naissance d'Alexandre Solzhenitsyn, et qui est mort il y a 10 ans, mais qui est né en 1918. Et je m'étais rendu compte qu'il était né en 1918, et je m'étais dit, bah tiens, j'avais lu Le Pavillon des Cancéreux quand j'avais peut-être 15 ans, je me revois tout à fait relire Le Pavillon des Cancéreux dans une traduction qui doit être d'ailleurs celle de la collection Prix Nobel. C'était chez mes grands-parents paternels à Saintes que j'ai lu ça. Je dirais à Pâques, on doit pouvoir vraiment retracer ça. Enfin voilà, ça devait être en seconde ou en première. Et j'avais été évidemment bouleversé, frappé par ce livre, marqué par ce livre, et j'avais beaucoup aimé, et je me suis rendu compte du coup, donc ça devait être à peu près il y a 30 ans on va dire, et je me suis aperçu à la faveur de ce centenaire, que depuis, je n'avais pas lu une ligne de Solzhenitsyn. Alors on sait qu'il y a des livres absolument monumentaux, hein, comment c'est, La Roue Rouge, non je sais jamais comment ça s'appelle, voilà, l'archipel du Goulag, bien entendu, voilà, La Roue Rouge, voilà, c'est vraiment à ça que je pensais. Quand on voit ça en librairie, on se dit, oulala, mais il va falloir que je sois hospitalisé pendant un mois en étant tout à fait vif intellectuellement pour avoir le temps juste de m'attaquer à ça. Donc j'avais jamais relu de Solzhenitsyn, et donc j'avais lancé un peu comme une sorte de pari ou de défi lancé à moi-même, mais en prenant quelques contacts Facebook à témoins, l'idée de relire du Solzhenitsyn sans attendre le centenaire strict. Et en fait là, comme ça m'est revenu à la fin de l'été, en rentrant à Tours, je me suis dit, oulala, mais il me semble que Solzhenitsyn, il est né en septembre 1918, donc il va falloir quand même que je me dépêche de tenir ma promesse, ou de répondre au défi que je me suis lancé à moi-même. Et donc j'ai emprunté Une journée d'Ivan Denisovitch, hein, sans grande originalité, mais je ne l'avais jamais lu, et puis deux nouvelles, La maison de Matriona et Incident à la gare de Kochetovka, je ne suis pas du tout russisant, donc je dis des bêtises, et c'est traduit par Lucille Niva et par Lucia et Jean Catala pour La journée d'Ivan Denisovitch, je le dis avant d'oublier de citer les traducteurs.
c'est chez Fayard, donc c'est repris chez Fayard. Et donc bon là, avant de faire la vidéo ce matin, j'ai vérifié quand même, je ne l'avais pas fait. Et en fait j'avais encore du temps, puisque on fêtera le centenaire de la naissance d'Alexandre Solzhenitsyn le 28 novembre prochain, ou le 11 décembre prochain. Alors je ne sais jamais quel calendrier est lequel, à l'époque où j'étais lycéen, puis en classe prépa, où on étudiait l'Empire soviétique et la révolution russe et tout ça, je pense que là j'étais capable de dire quelle date était laquelle, correspondait à quel calendrier, mais là je dois avouer, j'ai pas vérifié et je ne sais plus. Enfin bref, tout ça pour dire que j'ai enfin lu, donc je pourrais dire, voilà, je n'ai pas lu que Le Pavillon des Cancéreux, j'ai attendu 30 ans, mais j'ai attendu l'année du centenaire, mais j'ai lu d'autres Solzhenitsyn, et eh bien c'était bien dommage, ou ça aurait été bien dommage de s'en passer, parce qu'Une journée d'Ivan Denisovitch, c'est magnifique. Je pense que c'est un livre qu'on ne présente pas vraiment, je vais le dire rapidement, ça raconte, comme le titre l'indique, une journée d'un bagnard, hein, Ivan Denisovitch Tchoukov, au bagne, au goulag, depuis le lever, en fait, depuis le coup qui est donné sur un rail, donc le coup métallique, ce qui remplace le gong, qui annonce vraiment le signal du lever, de l'obligation de se lever et de commencer la journée, jusqu'à la fin de la journée. Donc toutes les péripéties, le passage par l'infirmerie, les tentatives pour que ça se passe le mieux possible, de récupérer du pain en rab, de planquer des outils pour pouvoir avoir gardé des bons outils pour la journée de travail au goulag. Enfin, il se passe plein de choses vraiment dans cette journée. Et c'est traduit, donc je ne peux pas savoir, mais ça a l'air quand même écrit avec un souffle, avec une force, avec une précision et une émotion à la fois très, très, très grande. Et je vais simplement lire quelques extraits de La journée d'Ivan Denisovitch, page 94. Le vent siffle sur la steppe, sirocco l'été bise l'hiver. Dans cette steppe, plate comme planche, jamais il n'est rien venu. Et encore moins entre 4 réseaux de barbelés. Le blé, ça ne pousse qu'en miche à la panetterie, et l'avoine se fauche seulement chez les magasiniers. Échine-toi tant que le cœur t'en dit, et même à t'étouffer. De cette terre-là, tu ne tireras jamais nourriture, jamais tu n'auras à manger que de la main des chefs, et même ce qu'ils donnent, tu ne l'auras jamais tout. À cause des cuistanciers, des goujats et des planqués, on te vole au chantier, on te vole dans le camp. Avant, on t'avait déjà volé chez le magasinier, et pas un de tous ceux qui volent n'a jamais attrapé un tour de rein. À toi la pioche, mon ami, prends ce qu'on te donne, et tire-toi du guichet. Qui peut autrui rogner, ne va pas l'épargner. Page, celle-là c'est quoi? Page 172, ah oui ça c'est très beau aussi. Du temps d'Oustijma, Oustijma c'est le premier camp dans lequel le personnage, hein, le principal, hein, Ivan Denisovitch Tchoukov, Oustijma, c'est le premier camp dans lequel il a commencé à purger sa peine. Et donc, voilà, donc ça commence par une allusion à ça. Du temps d'Oustijma, Tchoukov avait reçu des colis, 2 fois. Mais lui, par lettre, avait bien expliqué à sa femme que ça servait à rien, donc elle en envoie plus, histoire de ne pas retirer au gosse le pain de la bouche. En liberté, bien sûr, Tchoukov se donnait moins de mal à nourrir toute une famille qu'ici à se nourrir tout seul. Mais il savait ce que ça coûte, les colis. Il savait qu'il ne pouvait pas 10 ans d'affilée vivre au crochet des siens. Alors, valait mieux rien. Et allez, un troisième extrait. Ah oui, le vieux. C'est un beau passage, ça aussi. Page 190 dans cette édition Fayard. Tchoukov finissait ses soupes sans trop s'intéresser à ce qui se passait à côté, vu que ça n'était plus la peine, puisqu'il n'était en quête de rien et mangeait son droit. Et pourtant, au moment où juste devant lui, de l'autre côté de la table, une place venait de se faire libre et qu'un grand vieux s'y asseyait, il regarda. C'était le U-81. Tchoukov le savait de la brigade 64, et en attendant, au bureau des colis, il avait aussi entendu que c'était la 64 qu'on avait envoyée ce jour-là en place de la 104 à la Cité du Socialisme, où elle avait passé la journée sans abri, à planter les barbelés pour s'enceinte soi-même. De cet ancêtre-là, on avait dit encore à Tchoukov que ça ne pouvait plus compter les années qu'il avait vécues dans les prisons et les camps. Vu que c'était depuis qu'il y a eu le pouvoir des soviets, aucune amnistie ne l'avait jamais touché. À chaque 10 ans que finissait sa peine, on lui en rajoutait 10 aussitôt. Tchoukov à présent le voyait de près. Entre toutes ces échines courbées de bagnards, c'était la seule dressée droite, si droite que regardé d'en face, le vieux avait l'air de s'être mis un coussin dessous les fesses.
Pas une tondeuse n'aurait plus rien mordre sur ce crâne. Pardon, pas une tondeuse n'aurait pu rien plus mordre sur son crâne, à cause qu'à cette vie de château, ses cheveux étaient partis tous. C'est terrible, hein, cette vie de château. On parle du goulag, hein, enfermé à vie. Et les yeux, au lieu de guigner ce qui se faisait au réfectoire, il les gardait braqués par-dessus la tête de Choukov, sur Dieu sait quoi que lui seul voyait. Sa lavasse, il la mangeait lentement avec une cuillère de bois ébréchée, sans piquer un plongeon dans l'écuelle, comme tout le monde, mais en remontant la main jusqu'à la bouche. Des dents, il n'en avait ni en haut ni en bas plus une, de sorte que c'est avec les gencives. La figure avait fondu toute, mais pas comme au ratatiné qui passera pas l'hiver. Le genre pierre taillée qui a noirci. Ses grosses pattes charbonnées de crevasses, on voyait bien que toutes ces années-là, il les avait guère passées dans des planques. Mais il faut croire que dedans lui, c'était de l'accroché solide, car ces 300 grammes, il les posait point, comme nous autres, à même les salissures de la table, mais sur un bout de chiffon sortant de la lessive. C'est un portrait absolument, moi je trouve, bouleversant de ce vieux bagnard qui a gardé tout ce qui n'a plus de dents, qui n'a plus que la peau sur les os, et qui reste parfaitement humain, plus digne. Il est présenté comme plus digne, comment dire, respectueux des convenances sociales et des gestes de la vie quotidienne que la plupart des autres qui sont là que pour 5 ou 10 ans. C'est vraiment un passage bouleversant. L'autre livre de Solzhenitsyn, c'est 2 nouvelles, et notamment La maison de Matriona, histoire très, très bouleversante aussi, très émouvante, qui se termine tragiquement et qui est un beau portrait de femme, un beau portrait de vieille femme, dont le narrateur dit à la fin tous nous avions vécu auprès d'elle sans comprendre quel était le juste du proverbe sans lequel il n'est village qui tienne, ni ville, ni notre terre entière. Ça c'est de la fin quand même, quelle clôture pour un texte. Je vais lire un autre extrait. Page 26 dans la traduction de Lucille Niva. De tous côtés dans les marais rugissaient les bulldozers, mais la tourbe n'était pas vendue aux gens d'ici. On en distribuait aux autorités et à leurs protégés. De plus, instituteurs, médecins et ouvriers de l'usine en recevaient chacun une voiturée. Le combustible n'était pas prévu et en réclamé eût été déplacé. Le président du kolkhoz faisait son tour de village, fixé sur vous un regard impérieux ou nébuleux ou bonhomme, et parlait de tout sauf de chauffage, parce que lui était paré, et que l'hiver ça ne comptait pas. Ma foi, avant on volait le bois du Seigneur, maintenant on chapardait la tourbe de l'État. Les femmes se mettaient à 5 ou 10 pour se donner du courage. Elles opéraient de jour. En un été, il s'extrait beaucoup de tourbe. Elle est empilée un peu partout. La tourbe a ceci de bon qu'une fois extraite, impossible de l'emporter de suite. Elle sèche jusqu'à l'automne, voire jusqu'à la neige, si la route d'automne est impraticable ou qu'à la direction des tourbières on a laissé traîner les choses. C'est ce laps de temps-là que les femmes mettaient à profit. En une fois, elles transportaient dans leur sac 6 briques de tourbe si celles-ci étaient humides, une dizaine si elles étaient sèches. Un sac comme ça, porté parfois sur 3 km, alors qu'il pesait quelques 35 kg, suffisait à garnir le poêle pour une journée. Des journées en hiver, il y en a 200. De plus, il faut allumer le matin le poêle russe, et le soir, le petit poêle, le hollandais. On peut nous bailler toutes les sornettes qu'on veut, disait Matriona en s'en prenant à quelqu'un d'invisible, mais depuis qu'il n'y a plus de chevaux, faut tout transbahuter sur son dos, sinon faisant ton deuil. Toute l'année, j'ai mon dos à vif. L'hiver, faut tirer la luge. L'été, faut porter les fagots. Foi de Matriona. Et le contraste ou la comparaison, le fait d'avoir lu très proche l'un de l'autre Une journée d'Ivan Denisovitch et La maison de Matriona, ça montre à quel point l'écriture de Solzhenitsyn est à la fois dans l'empathie humaine et d'une formidable humanité, et à quel point c'est une description de l'univers carcéral global, c'est-à-dire qu'il décrit vraiment l'URSS comme un pays carcéral, à savoir qu'on soit dans les pires conditions possibles au goulag, ou qu'on soit plutôt démunis ou pas particulièrement près du pouvoir ou près du manche dans les villages, eh bien on se débat. Voilà, ce sont des gens qui se débattent et qui en se débattant gardent pour la plupart d'entre eux leur humanité, pas tous. Voilà, donc j'étais très content de marquer à ma manière, de mon côté, le centenaire Solzhenitsyn, puisqu'il aurait eu 100 ans cette année. Voilà, donc tout ça, cet après-midi je les rends à la BU, et notamment ceux-là, les étudiants pourront les consulter, donc il faut quand même que je les rende, parce que si je leur dis d'aller les voir, il faut quand même qu'ils y soient. Voilà.